Bienvenue dans cette première vidéo où il sera question de co-développement et de systémique. Je suis Dominique Delaunay, je suis consultant, coach et formateur. J'interviens en management, en co-développement et en systémique paradoxale. J'enregistre cette vidéo le 24 avril 2024 et le savez-vous, c'est une belle date anniversaire. Il y a exactement 20 ans, le 24 avril 2004, je rencontrais Adrien Payette, l'inventeur de la méthode du co-développement. Cette rencontre a eu lieu grâce à mon ami Jean Beaujouan, qui avait découvert les talents d'Adrien Payette et l'avait invité à Paris. C'est donc l'occasion d'exprimer mes pensées les plus amicales et pleines d'estime pour Adrien Payette et aussi pour Jean Beaujouan. Ce fut le début toute une aventure. Adrien Payette a été le président d'honneur de l'Association française de co-développement pendant 10 ans et j'ai donc contribué pendant 20 ans avec bonheur à propulser le co-développement en France. L'année 2004 est aussi pour moi la redécouverte de la systémique paradoxale de Palo Alto, dans laquelle je me suis investi tout autant. La chance, c'est que ces deux approches sont complètement compatibles. En effet, et c'est un point important, Adrien rappelle dans son ouvrage que le co-développement est d'inspiration systémique. Dans cette vidéo de 20 minutes, je souhaite tirer les leçons de l'expérience co-développement, puis faire ressortir les pertinences confirmées du co-développement et ensuite pointer les difficultés de pratique et de formation. Et enfin, je proposerai une innovation pédagogique. Alors, commençons par les pertinences du co-développement. Je repars d'un témoignage qui date de 2006. Le tout nouveau directeur général d'une caisse régionale de Crédit Agricole est préoccupé. Il a trouvé un climat dégradé, défensif, avec un établissement qui souffre d'une faiblesse du lien managérial, avec des comportements parapluies. Or, je commence juste à déployer le co-développement dans cette entreprise. Ce directeur souhaite alors rencontrer et interviewer les premiers participants. Et il est touché par ce qu'il entend. Les participants se sentent mobilisés à un niveau qu'il qualifie de profond. Leur implication dans l'entreprise, le sentiment de solidarité, la place des valeurs, le savoir-être. Ainsi, le co-développement sera confirmé et impliquera les 200 managers avec la même forte implication. C'est pour moi la première pertinence, créer une dynamique d'implication et de collaboration au niveau du savoir-être. La deuxième pertinence que je dégage est tout aussi nette. Le co-développement fait émerger très vite les difficultés vécues sur le terrain. Les souffrances au travail, les risques de burn-out, les conflits, les blocages, tout cela ressort très vite. Et cela rejoint les propos de cet autre directeur. On travaille sur du concret, du réel. Seconde pertinence donc, faire émerger les difficultés vécues sur le terrain. Troisième pertinence, savoir aider et se faire aider, et donc sortir de la solitude et développer un sentiment de solidarité. J'ai entendu si souvent, ça, je n'en avais jamais parlé, dit un participant, ou je ne voyais pas comment m'en sortir, et merci à mes collègues, j'ai découvert une issue. Voilà. Quatrième pertinence, faire coopérer les métiers. Je pense à cette grande entreprise de haute technologie qui souffrait de cloisonnement, de silos, comme on dit. Chaque séance rassemblait systématiquement des directeurs des opérations, de la maintenance, de l'ingénierie et des supports centraux. Les métiers se comprenaient en profondeur, ils comprenaient les contraintes des autres métiers et les difficultés des projets. Les difficultés s'éclairaient. Pour la cinquième pertinence, je repense à ces réflexions entendues bien souvent en début de séance. Ouais, mais ce problème-là, on n'a pas besoin d'une heure pour le résoudre, hein. Ouais, mais de toute façon, la solution est évidente. Et à la fin de la séance, on entendait « Ah ouais, c'était plus compliqué que je ne pensais. Ah oui, on a eu un drôle de coup de théâtre là. Ah oui, on aurait pu faire du dégât. J'avais pas vu. » Appelons ça simplement apprendre à voir autrement.
Je vais souligner à la fin de ces pertinences que le codéveloppement fait apparaître les problématiques suivantes surtout. D'abord, en lien avec les transformations, des problèmes de charge, des problèmes de relations hiérarchiques difficiles, de risques psychosociaux. Ensuite, des difficultés de prise de décision, notamment concernant les projets en difficulté. Également des problématiques de managers en tension qui se sentent souvent bloqués dans l'impuissance, qui ont besoin de retrouver leur marge de manœuvre. Je crois qu'on parle d'empowerment dans ce cas. Et ensuite, des défauts que je qualifierais des défauts d'accompagnement de la part des N+2. Les séances ont traité tout cela, et on peut ajouter au total que les participants, en général, sont très satisfaits, voire enthousiastes. C'est évidemment très satisfaisant de voir des participants enthousiastes. Mais paradoxalement, c'est embêtant, car on finit par ne voir que la dimension satisfaction et peut-être pas assez la question efficacité. Je pense à ce responsable d'association, j'avais observé une séance chez lui et j'avais émis des doutes sur l'efficacité de la séance. Et il m'avait répondu, mais pas du tout, séance très efficace, la preuve, la cliente est très satisfaite. Donc la satisfaction risque de masquer la difficulté ou l'inefficacité. Enfin, je veux souligner cet autre frein, c'est la croyance naïve dans l'intelligence collective, comme si elle surgissait spontanément, alors qu'elle ne peut être que le résultat de beaucoup d'éléments pour y contribuer. Les erreurs collectives se portent très bien elles aussi. Je vais donc aborder maintenant dans cette deuxième partie les difficultés rencontrées en codéveloppement et les risques d'inefficacité. Alors, je veux aborder maintenant la question des difficultés rencontrées en codéveloppement, difficultés dans les séances ou difficultés pour former les animateurs. Ce n'est pas si facile d'en parler parce que c'est un peu tabou, comme si la valeur de bienveillance prédominante en codéveloppement était un frein. De fait, on a peu de récits de séances pour parler efficacité, donc peu de faits pour objectiver. Je vais proposer une réflexion à partir de 3 situations que j'ai pu observer, 3 séances, pas excellentes, et pourtant qui ont été animées par des personnes tout à fait reconnues. Situation 1, appelons-la la réunion difficile. Le récit de cette séance est d'ailleurs sur YouTube et s'appelle Co-développement Flash, co-développement Flash. Vous pourrez la retrouver. La cliente est directrice commerciale et elle anime chaque semaine sa réunion des directeurs de zone. Elle trouve la réunion difficile à piloter. Les participants parlent tous en même temps, ils se plaignent d'un tas de choses. Eh bien, dans cette séance, on a le constat de la situation, réunion difficile, mais on n'a pas le problème de la cliente, car on ne voit pas d'interaction. Quand ils parlent en même temps, très bien, c'est une difficulté, mais que fait-elle? Que pense-t-elle? Et si elle intervient, ça donne quoi? On ne sait pas. On a là comme un point aveugle, curieusement fréquent. C'est ce que j'appellerais notre gap numéro 1, notre fossé numéro 1. L'interaction est absente. Situation numéro 2. Le commercial mal à l'aise. On trouve ce récit de séance dans un ouvrage récent sur le codéveloppement. Donc le client est un commercial qui vend aux acheteurs de grande surface. Ses résultats sont bons. Cependant, il est mal à l'aise face à ses acheteurs et il veut changer ça. Curieusement, le groupe va lui confirmer qu'il devrait être à l'aise et se sentir légitime puisqu'il a de bons résultats. Et on lui dit même que si après la séance, il continue à être mal à l'aise, eh bien, il faudra alors qu'il voie un coach, carrément, comme on voit un spécialiste. Ceux qui connaissent la réputation des acheteurs de grande surface savent qu'il est normal d'être mal à l'aise quand on vous fait peur de perdre un marché et peut-être même de devoir fermer une usine. Le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'il vaut peut-être mieux se montrer mal à l'aise avec ses acheteurs, sinon les acheteurs peuvent penser qu'ils n'ont pas assez pressé le citron. Et mal à l'aise, ici est normal, c'est même souhaitable donc.
Or, tout le groupe en convergence, comme un seul homme, signifie au client qu'il a tort d'être mal à l'aise, puisque ses résultats sont bons. Ainsi, la demande du client aggrave le problème, c'est une demande utopique, et alimente le cercle vicieux. Et le groupe renforce ce cercle vicieux en confirmant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est notre gap numéro 2, notre angle mort numéro 2. La demande, et même le groupe, aggravent le problème. Dans la situation numéro 3, il s'agit d'une séance modèle proposée dans un grand colloque. L'animateur est un expert reconnu. La cliente, Amélie, est consultante, retraitée, et elle a créé avec 3 amis tout un réseau d'entraide, une sorte d'association. Je ne sais pas si c'est une association formelle ou pas. À 4, ils forment le noyau pour faire fonctionner ce réseau. Pour Amélie, ce noyau de 4 est vital. À moins de 4, le réseau va s'écrouler. Et justement, il a fallu remplacer récemment André en catastrophe. Et voilà que Jocelyne a peut-être un souci familial et risque de quitter le noyau. Et Tanguy veut aider son fils à retaper une maison, il va peut-être manquer de temps. Amélie nous dit « j'ai très peur quand j'entends tout ça ». Comment faire pour garder un noyau stable de bénévoles ou s'assurer de trouver des remplaçants facilement, c'est pas facile. Diverses idées sont proposées en étape 4. Et curieusement, une drôle de convergence d'idées est en train de se produire. Je cite ces convergences. On lui dit « Et si lâcher prise sur ce contrôle-là permettait aussi de faire fleurir le groupe ? Qu'est-ce qui pourrait arriver si lâcher prise était utile pour le groupe ?» On lui dit encore « Et si le réseau s'arrêtait et que personne ne bouge, quels seraient tes sentiments, tes peurs ou tes réactions pour te préparer justement le cas où ?» Quelqu'un d'autre dit « Et pourquoi pas te demander qu'est-ce qui te tient tant à cœur là-dedans? Qu'est-ce qui est central pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas une question de renoncement? Quelque chose comme ça là-dedans ?» Que se passe-t-il? La cliente a très peur que le projet capote et le groupe, au lieu de soigner le projet, il soigne la peur en prêchant un lâcher-prise et même quasiment une sorte de deuil, d'anticipation, voilà, pour supprimer la peur. De fait, au final, la cliente remercie le groupe et conclut. Effectivement, c'est moi qui ai un problème dans la tête à vouloir tout maîtriser. Or, le problème de la cliente, répétons-le, n'est pas la peur, mais la stabilité du noyau, la réussite du projet. On s'est centré sur la personne et on lui a trouvé une faiblesse en elle, une pathologie, parce qu'on ne veut pas qu'elle ait peur. C'est notre gap numéro 3. On est centré sur la personne du client et on lui trouve une faiblesse, une pathologie. On se trompe de problème, on cherche le problème dans la personne au lieu de regarder l'interaction. Tout cela pour dire que le co-développement, ce n'est pas anodin. On traite des situations humaines délicates et impliquantes. Comme pour les médecins, le premier devoir, c'est de ne pas nuire. Ces ratés que nous racontons sont liés à l'absence, à mon avis, du regard systémique. Savoir se centrer sur l'interaction, sur le contexte, repérer les cercles vicieux. À l'inverse, mon expérience personnelle est que les séances réussies, efficaces, sont très souvent liées au regard systémique. Je signale que ces 3 séances sont présentes sur notre site. Je signale aussi, hélas, que dans tous les cas, tous les participants et les clients étaient ravis. Alors cela m'amène à une proposition quand on veut mieux s'assurer de la dimension efficacité des séances, proposition que je fais dans un instant. Vers cette conclusion, cela m'amène à faire une proposition quand on veut mieux s'assurer de la dimension efficacité des séances. Et si les participants pouvaient acquérir eux-mêmes le regard systémique? Je ne dis pas se former à la systémique Palo Alto qui demande un investissement sensible, mais simplement s'initier aux bases du regard systémique. Adrien Payette, le concepteur, le rappelle, le co-développement est d'inspiration systémique.
Dans son chapitre « Vision systémique des forces », vers la fin du bouquin, il rappelle même que ce cas qu'il a traité lui-même et dans lequel le client utilisait et demandait une solution paradoxale qui aggravait le problème. Je crois que c'est la page 197 de mémoire dans le groupe de codéveloppement. Ainsi, Payet connaissait bien la systémique paradoxale. Il ne l'enseignait pas, mais il l'utilisait. Pourquoi ne pas utiliser explicitement la systémique? Ce regard systémique est d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus répandu quand on pense écologie. On pense à interaction des influences de tous les facteurs, examen des conséquences, court terme, long terme, repérage des effets pervers. Le regard systémique devient familier à tout le monde. Cela me rappelle la remarque d'un responsable de formation qui disait, après les séances de codéveloppement réussies, « C'est dommage qu'après le codéveloppement, nos managers n'aient pas un outil en main pour leur pratique de management. » Eh bien justement, le regard systémique pourrait être cette boîte à outils à utiliser non seulement en séance, mais aussi après dans le métier pour résoudre les problèmes humains. Dans la vidéo numéro 3, je proposerai donc des ateliers systémiques, une alternative au codéveloppement. Une alternative lorsqu'on souhaite un fonctionnement plus sûr, plus sécurisé des séances, donc dans certains cas. Une alternative aussi lorsqu'on souhaite fournir la boîte à outils du regard systémique aux participants. Mais auparavant, dans la prochaine vidéo numéro 2, je présenterai d'abord ce qu'est la systémique paradoxale de Palo Alto. Il me reste à vous remercier pour votre attention.